Bien. L'intervention qui va suivre va être une parfaite transition avec celle de mon collègue, puisque je pense que tu avais parlé des émotions, il y a la prise de décision. Et donc, à l'origine, il y a une question. Une question que vous vous êtes tous un jour posée. Une question qui vous a fait vous réveiller la nuit, tremblant, haletant. Cette question, elle tient en un mot. On est parti. Pourquoi le meilleur joueur du monde, dans un des moments les plus importants de sa carrière, va être amené à commettre un tel acte, à prendre une telle décision, si on peut parler de décision? Alors, ce questionnement original, alors vous avez très certainement entendu parler à l'époque beaucoup de journalistes, de commentaires, d'entraîneurs, de joueurs, de psychologues, de préparateurs mentaux. Et vous n'avez pas eu l'explication des chercheurs, tout au moins de notre équipe de chercheurs, entre Caen et Cologne. Et on s'intéresse, voilà, depuis 2007, à des phénomènes de ce type-là. Donc on va voir quelle recherche peut apporter, quelle réponse peut apporter la science à ce type de phénomène, et comment on va pouvoir essayer de comprendre un peu plus avant les mécanismes en jeu dans ce type de situation. Alors, pour aider les joueurs à garder leur sang-froid, c'est une solution. C'est peut-être pas l'idéal. Et on va voir qu'avec cette variable, on va arriver à avoir des éléments de réponse. Alors, je vais vous parler de la variabilité de la fréquence cardiaque. La variabilité de la fréquence cardiaque, je pense que fréquence cardiaque, vous connaissez tous, sa variabilité peut être moins. Entre chaque battement de cœur, on va avoir un intervalle. On mesure par exemple en millisecondes. Cet intervalle va varier. Ça va être le secret de notre adaptation, cette variabilité. Et à partir de cette variabilité, on va être capable de déterminer l'activité du système nerveux autonome. Alors, le système nerveux autonome, je peux vous le raconter de deux façons. Première façon, deuxième façon. Qui préfère la précédente? Je vais essayer d'improviser sur celle-là. Donc, système nerveux autonome, on a un système nerveux sympathique, un système nerveux parasympathique. Si je fais l'analogie avec une voiture, le système sympathique, ça va être celui qui va accélérer notre cœur, et le parasympathique, c'est celui qui va servir de frein. Et de plus haut intérêt pour nous aujourd'hui, le système nerveux parasympathique, que je vais comparer à présent à une jauge d'essence. Pourquoi une jauge d'essence? Il va falloir imaginer cette activité parasympathique comme un réservoir d'énergie vitale. Et quand les voyants vont être ouverts, quand la jauge va être pleine, dans ces cas-là, on va avoir une lecture du jeu parfaite, on va avoir une excellente prise de décision, on va pouvoir parfaitement se contrôler, gérer nos émotions, en amont être parfaitement lucide, quelle que soit la situation. Au contraire, quand les voyants vont être au rouge, quand cette jauge d'essence va être indiquer un état presque vide, dans ces cas-là, ça va favoriser les comportements d'agressivité, d'irritabilité, et ça va provoquer, entraîner des erreurs motrices, des erreurs cognitives. Vous voyez un petit peu où je veux en venir par rapport à la situation présentée tout au départ. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen d'influencer, alors à la fois positivement et négativement, cette énergie vitale. Pour essayer de la faire remonter, je vous ai mis quelques exemples. Il faut dormir, ça va nous faire du bien de dormir. Et on va pouvoir utiliser tout un tas de techniques de relaxation, je ne les ai pas toutes listées ici, telles que la technique de relaxation, on a par exemple le training autogène, technique de méditation, technique de respiration. Et tout ça, on va pouvoir le coupler à du biofeedback. Le biofeedback, c'est tout simplement que vous allez réaliser ces techniques. Je vous connecte à l'ordinateur pour vous montrer qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement sur votre corps.
Alors, la flèche rouge est intéressante aussi. Qu'est-ce qui fait descendre notre réserve d'énergie vitale? Alcool. Alors là, je peux le voir tout de suite. Si je suis en train de mesurer votre rythme cardiaque, donc votre variabilité cardiaque, et si je vous fais boire un verre, tout de suite ça va descendre. Fumer, manque de sommeil, donc perturber vos rythmes de sommeil, on est fatigué le lendemain et ça se traduit dans notre variabilité de la fréquence cardiaque. Et également, stress de tout type, et bien sûr stress compétitif, pour pouvoir rencontrer les joueurs. Également fatigue telle qu'on peut la rencontrer lors du dernier match d'une compétition d'un mois, voire plus. Alors, la prise de décision, donc là on est embrouillé parce que c'était un peu tendancieux l'image. Non, pas du tout, je ne comprends pas. Normalement, on a un joueur qui apparaît ici à l'écran. Et la manière de comprendre la prise de décision, je la vois d'un point de vue cognitif, avec le modèle de génération d'options qui a notamment servi de base à l'hypothèse take the first. Take the first, prendre la première. Quelques mots. Prendre la première, c'est votre intuition. C'est quand vous avez une décision à prendre, ça va être prendre la première option qui vous vient à l'esprit. La plupart du temps, c'est la meilleure que vous allez être capable de générer. Si vous avez un tant soit peu d'expertise dans le domaine. Alors, les 7 étapes décrites par ce modèle. La situation, donc complètement ce qu'on voit sur la photo, c'est un joueur qui se prépare à faire une action, qui s'approche du but et qui se prépare à faire une action. Donc, il va identifier la situation de jeu qui se présente à lui, il va commencer à générer des options, je passe, je tourne un contre un, le débordement, etc. Il va considérer ces différentes options, quelle va être la meilleure option dans cette situation, il va sélectionner celle qui lui semble la meilleure, il va initier la réponse motrice, et à la fin, il va évaluer est-ce que ça l'a fait, est-ce que ça l'a pas fait, qu'est-ce qu'il faut que je change, s'il faut changer quelque chose pour la prochaine fois. Et donc, on va coupler cette approche cognitive dans nos recherches avec une approche physiologique qui va nous donner les résultats suivants, basés sur le modèle d'intégration neuroviscérale. On va s'apercevoir d'un lien direct entre l'activité du système nerveux parasympathique, donc le frein, et la qualité de votre décision, je l'appelle ici la qualité des options que vous avez générées, et une relation négative avec le temps de réponse. Vous allez prendre de meilleures décisions et vous allez les prendre de manière plus rapide si vos indicateurs du système nerveux parasympathique sont au vert. Je voulais terminer cette présentation par l'introduction de 2 différences individuelles qui vont nous permettre de comprendre un petit peu plus les différences entre chaque individu par rapport à cette question d'émotion-décision. La première, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle qu'on va opposer au quotient intellectuel. Donc on n'a pas besoin d'être tous Einstein. L'intelligence émotionnelle, ça peut être donné à tout le monde. On en hérite une partie, mais ça peut se travailler. Et l'intelligence émotionnelle, en quelques mots, ça va être votre capacité à reconnaître, gérer vos propres émotions, mais de façon très importante, celles des autres. Et ça va vous permettre en fait d'agir intelligemment, émotionnellement, au sein d'un milieu social. Cette intelligence émotionnelle, donc on la mesure avec un questionnaire approprié, et de manière très intéressante, les photos ne veulent vraiment pas passer, quand on est en situation de stress compétitif, plus j'ai une intelligence émotionnelle élevée, et moins je vais avoir une diminution de l'activité du système nerveux parasympathique. Ça, c'est toujours assez impressionnant de voir quand je fais remplir à des sportifs un questionnaire, papier crayon, qu'ensuite je les mets dans des situations de stress en laboratoire, dans cette expérience-là, et j'arrive à avoir un lien direct entre les réponses qu'ils m'ont données sur papier et les réponses de leur cœur que je mesure avec les outils adéquats. Donc, ça, on l'a démontré avec l'intelligence émotionnelle, et on l'a également démontré avec une autre différence individuelle qui s'appelle le réinvestissement. Alors, le réinvestissement, j'utilise cette dépôt de Descartes pour montrer le concept. Descartes, je pense donc je suis. C'est peut-être bien pour le sportif, quand il est sous pression, trop penser, c'est peut-être pas si bien que ça. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, il va se mettre à détruire ses automatismes. Et vous le savez tous, quand on est sur des techniques extrêmement fines, extrêmement précises, à haut niveau, il vaut mieux pas se mettre à réfléchir comment je l'ai fait. C'est la faillite assurée.
Là encore, quand on soumet nos sportifs à un stress compétitif, plus ils ont une tendance au investissement élevée et plus ils vont descendre l'activité du système nerveux parasympathique, plus ils vont aller dans le rouge au niveau de la jauge-d'essence. Et ça va se traduire, comme nous l'avons montré, de façon directe au niveau des décisions. Donc, en fait, les sportifs qui vont avoir une faible tendance au investissement vont être en quelque sorte protégés des effets néfastes du stress de la pression et vont diminuer les effets néfastes de la pression sur leur qualité de prise de décision. Quelques références, vous pourrez me contacter par email s'il y en a qui vous intéressent, nos travaux entre Caen et Cologne. Le take-home message, pour vous aujourd'hui, avant d'entrer sur le terrain, n'oubliez pas de faire le plein. Je vous remercie pour votre attention. Merci Sylvain pour cette communication. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour, Michel Hamel de l'UFR Staff de Rouen. Juste une petite question. Vous abordez la question de façon, je dirais, rectiligne. Quand vous évoquez, par exemple, la première option, c'est souvent la meilleure. Or, on sait qu'il y a un traitement de l'information, puis après une prise de décision. Percevoir, analyser, décider, agir. Sur la prise d'information, je trouve que ce sont des habiletés ouvertes, très complexes, le football. Et qu'à partir de là, on ne peut pas seulement dire que voilà, un expert, effectivement, va sélectionner la bonne information, mais un joueur, on va dire, intermédiaire, est dans le bas. Donc, c'est ce qui me gêne un petit peu, c'est cette option délibérée de prendre cette première option pour dire que c'est la meilleure. Alors, je vais peut-être nuancer, vous allez me dire si j'ai bien compris votre remarque. En fait, chez les experts, on a vraiment trouvé de façon objective que la première option qu'ils génèrent, c'est généralement la meilleure qu'ils puissent générer de toute façon. Ensuite, dès qu'on descend de niveau d'expertise, c'est pas toujours vrai. Et en fait, là, en laboratoire, on va les décomposer, on va forcer à décomposer de façon consciente un mécanisme qui n'est pas conscient. Donc c'est difficile de dire aux gens, prenez votre première option, parce que normalement, c'est quelque chose qui se fait vraiment de façon, alors, premièrement, très rapide et de façon aussi automatique. Donc c'est juste qu'on va aller décomposer en laboratoire et qu'on peut vraiment mettre en évidence quelles sont les différentes options générées et ensuite les comparer par rapport à la première option qui avait été générée, qu'on peut tirer ce type de conclusion. Après, je n'irai jamais dire à quelqu'un, puisque en fait, quand on est sportif, c'est pas quelque chose consciemment qu'on fait, on ne réfléchit pas quelle était la première chose à laquelle j'ai pensé. Je ne sais pas si ça répond à votre remarque. Une autre question ici. Bonjour Sylvain. Bonjour Patrick. Comment vas-tu? Très bien, toi. Ça va, je te remercie. Normalement, c'est dans le sens inverse. Enfin, tu es là, je suis là. Ben voilà, c'est l'échange normal de la vie. C'est un peu la perversion de l'enseignement. Je voulais te dire deux petites choses. Tout d'abord, tu débutes ta présentation avec une image qui est une image choc, on la connaît tous, hein, c'est ce fameux coup de tête de Zidane. Et ensuite, tu introduis ton exposé en parlant des émotions. Ce qui me gêne, c'est que tu présentes une image comme étant finalement un analyseur. Or, pour la présenter comme un analyseur, c'est-à-dire, grosso modo, comment comprendre que l'émotion puisse intervenir dans la prise de décision, il faut connaître l'histoire de ce geste. Or, ni toi, ni moi ne connaissons l'histoire de ce geste. On peut, à la limite, proposer des hypothèses, mais l'histoire de ce geste, on ne le connaît pas. Et les hypothèses, elles sont nombreuses, et elles dépassent, bien évidemment, le simple cadre de la pression sportive et de l'émotion en tant que telle. On sait très bien que Zidane a fait une mauvaise saison, on sait très bien qu'il a été blessé, on voit très bien qu'il a perdu du poids, on sait aussi qu'en prenant un certain nombre de produits, on génère ce que l'on appelle la rage anabolisante, etc. Alors, comment intégrer ensuite, dans le cadre du sport et purement dans le cadre de l'activité physique, l'émotion qui permettrait de faire le choix, alors qu'on sait qu'il y a des paramètres que l'on ne possède pas? C'est la question que je te pose. Tu as tout à fait raison, et bien sûr c'était extrêmement provocateur de ma part de vous dire j'ai la réponse à ce qui s'est passé, puisque bien sûr les facteurs, on le sait très bien, ils sont extrêmement nombreux, divers et variés, ils peuvent interagir entre eux. Donc ça a été une vision vraiment, quand on procède en recherche, on va aller isoler une variable, et alors j'ai pris l'exemple de Zidane.
L'exposé que j'ai présenté, ça ne ferait peut-être pas à expliquer tout, c'est juste une hypothèse par rapport à ce qui a pu arriver là. C'est surtout en fait pour comprendre en général les comportements d'agressivité qui peuvent arriver en fin de rencontre notamment, dû à la fatigue, etc., à travers les marqueurs que j'ai présentés. Mais après, bien évidemment, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte qu'on ne pourra jamais les prendre tous en compte, et même si on le trouvait, ça serait extrêmement difficile de dire comment ils interagissent entre eux. Si je cherche une petite question, Claire Tourny à Rouen, par rapport à la variabilité de la fréquence cardiaque, donc vous l'avez utilisé donc, pour signaler des émotions, et moi j'utilise un petit peu plus en physiologie d'exercice, et donc on voit que cette variabilité, on va avoir une variabilité qui est due à la fatigue, qui est due également à l'effort, parce que la première chose, le cœur, c'est quand même ce qui nous permet de pomper la circulation sanguine et d'alimenter les muscles en oxygène. Et là, vous la mettez au niveau des émotions. Donc, j'ai du mal à savoir quand est-ce que vous faites vos recueils de données de variabilité fréquence cardiaque. Est-ce que c'est vraiment en repos? Donc là, on n'est plus dans la situation. Si c'est pour travailler sur les basses et les hautes fréquences, il faut vraiment qu'on soit dans un système très de repos. Là, on a la diapositive de Zidane en plein effort. On sait que l'effort a un enjeu sur la fréquence cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'est de l'effort? Qu'est-ce qu'est de l'émotion? C'est un peu comment vous arrivez à dissocier un petit peu sur un même élément d'analyse. Très bonne question. Je ne suis pas rentré dans les détails de nos expériences, mais réponse brève, nous avons fait, pour l'instant, toutes les expériences que je vous ai présentées ont été réalisées en laboratoire avec sujet assis. Aucun mouvement, donc aucune perturbation de la variabilité de la fréquence cardiaque, que ce soit par mouvement, effort, fatigue. Pour le futur, on aimerait beaucoup aller dans cette direction. Et donc on s'intéresse maintenant aux modèles mathématiques, s'il y en a, ce n'est pas encore au point de notre connaissance, qui permettraient effectivement de dissocier les influences peut-être émotionnelles et de fatigue sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Mais c'est loin d'être au point actuellement. Bonjour, Florian Scoubès de l'IAE Toulouse. Donc suite à votre exposé, en fait, moi il y a une chose qui me vient à l'esprit directement, c'est la théorie des marqueurs somatiques de Damasio. Qui justement part de ce principe-là qu'on a dans le cadre des possibles et des décisions possibles à prendre, on a en gros notre inconscient émotionnel qui va nous amener sur les bonnes pistes et les bonnes voies. Après c'est un cas théorique que j'ai essayé de travailler aussi, qui n'est pas évident à mettre en place. J'aimerais savoir si vous avez des pistes pour pouvoir l'appliquer dans un domaine où il est en tout cas théoriquement très pertinent. Alors, question encore une fois très intéressante, puisque c'est vrai que dès qu'on commence à chercher les mots-clés émotion-décision, on tombe sur Damasio, on tombe sur cette théorie des marqueurs somatiques. Alors maintenant, avec quoi a été développée cette théorie des marqueurs somatiques? Un jeu de cartes. Je dois choisir entre 4 cartes, prendre des décisions basées sur 4 tas de cartes, et en fonction des décisions que je prends, je vais gagner, je vais perdre de l'argent, et jusqu'à dérouler le tas de 100 cartes. Donc, en fait, beaucoup de chercheurs ont montré que cette hypothèse était extrêmement limitée par la suite et allait bien dans la situation de Damasio, mais dès qu'on passait sur des tâches plus complexes, en fait, c'était loin de refléter toujours le fait d'être un marqueur somatique. Exemple très précis, dans nos expériences, en plus de la variabilité cardiaque, on a toujours pris d'humeur au début, après on a arrêté cette conductance cutanée que Damasio utilisait, on n'a jamais rien trouvé. Et tous les chercheurs, en fait, qui travaillent sur la variabilité de la fréquence cardiaque et la décision pour vous le dire, en fait, on est sur d'autres types de mécanismes, mais dès qu'on passe sur des décisions qui sont plus évoluées que juste choisir des cartes, donc, dans le cadre de situations sportives qu'on met en vidéo, là, le rôle de la conductance cutanée, il est en tout cas très très difficile à percevoir. Oui, bonjour. Au cours de votre exposé, j'avais senti que vous avez une approche, disons, organiciste, c'est-à-dire que vous ne tenez pas compte de l'unité de la personne, comme par exemple, en ce qui concerne le seuil de tolérance aux frustrations, vous n'en avez pas parlé, alors que il dépend de la constitution de notre personnalité, et donc il a un rôle à jouer dans la gestion des émotions. Excusez-moi. Et donc je pense plutôt à une approche existentialiste ou gestaltiste qui prend tous les côtés de la personne
et non pas, disons, juste comme ça des schémas pour expliquer le comportement humain. Alors, je comprends tout à fait la validité de votre approche dès qu'on est dans une approche, je dirais, clinicienne. Par contre, au niveau expérimental, c'est impossible à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir se... Excusez-moi, je parle doucement. Je comprends la validité de votre remarque si on souhaitait adopter une approche clinicienne, mais dès qu'on veut mettre en évidence au niveau expérimental ces éléments-là, c'est impossible à utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on va se baser sur des modèles. Alors, je vais juste m'attaquer à la critique qui était de ne pas prendre en compte l'ensemble du corps, puisqu'en fait, avec ces modèles-là, on réalise quand même un lien corps-esprit. Puisqu'en fait, il y a des structures directes qui vont relier le fonctionnement cardiaque et le fonctionnement du cortex préfrontal.